Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où on va parler physique. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vous invite à aller voir l'épisode de la physique du moteur de temps, donc dans la série du moteur de temps, et donc qui sera le complément en fait de cet épisode-là, où je vais aller un petit peu plus en avant sur d'autres valeurs physiques. Et donc, si vous regardez les deux vidéos, ça vous fera un bon panel. Dans cet épisode, on va faire un petit peu un fourre-tout, où on va mélanger toute une somme d'informations et de théories qui sont utiles, donc pour laquelle je ferai référence tout au long de la série. Donc cet épisode-là sera peut-être pas le plus passionnant, mais disons qu'avec ces bases-là, vous pourrez revenir sur cet épisode-là si vous ne comprenez pas certains termes ultérieurement. Cela permettra d'alléger les épisodes suivants en limitant les explications théoriques. Masse, force et moment. Pour parler de force, il faut d'abord faire la distinction entre une masse et une force. La masse d'un objet est constante, que nous soyons sur la Terre ou dans l'espace. C'est en quelque sorte la quantité de matière. La masse est constante pour les vitesses dans lesquelles nous avons affaire dans la vie de tous les jours. Dire que la masse varie demande une plus grande connaissance des systèmes d'équations relevant de la relativité d'Einstein et devient pertinent à des vitesses se rapprochant de la vitesse de la lumière. Retenez donc qu'elle est constante. Dans le système métrique, la masse s'exprime en kilogrammes. Une force peut être représentée comme l'effort requis pour retenir une masse dans un système de gravitation tel que celui de la Terre. Dans le système métrique, la force s'exprime en newtons. Ainsi, sur Terre, retenir une masse de 1 kg demandera une force de 9,8 newtons. Car la Terre entraîne vers son centre les objets selon une accélération moyenne de 9,8 mètres par seconde au carré. C'est ici que cela se complique. Car lorsque nous travaillons avec le système métrique, nous parlons généralement d'une masse de 1 kg par exemple. Il s'agit d'un kilogramme masse. Dans la vie courante, nous faisons la distinction entre un kilogramme masse et un kilogramme force, afin de s'assurer que nous avons une compréhension commune. Il faut donc porter une attention particulière pour ne pas créer de confusion. Il faut voir une force comme un vecteur qui possède une grandeur et une direction. Par exemple, admettons que je pousse une voiture. Je dois la pousser de 134 newtons dans le sens du déplacement de l'auto. Si je pousse mal dans une direction de 30 degrés par rapport au sol, il faudra une force de 155 newtons, soit 134 newtons dans le sens du déplacement de l'auto, puis 77,5 newtons vers le sol. Nous pouvons alors voir que 134 plus 77,5 est égal à 211,5 newtons, puisque cette somme n'est pas égale à la force de 155 newtons. Alors pourquoi on n'obtient pas 155 newtons ? Ceci est normal, les forces de 134 et 77,5 newtons sont issues d'une décomposition vectorielle, respectant dans ce cas les notions du triangle de Pythagore. Non, ne partez pas, ne partez pas. Oui, je sais, c'est particulièrement indigeste pour certains. Ce sont des bases qui vont être prises et qui vous serviront pour la suite des épisodes. Alors courage. Un moment est l'équivalent du couple, mais le terme moment représente une notion plus générale. Le moment est le fruit d'une force appliquée multipliée par une distance. Si nous prenons une clé dynamométrique, que cette clé a une longueur de 50 cm, que nous appliquons une force de 100 newtons en prenant soin que cette force soit orientée à 90 degrés de l'outil, nous obtenons alors un moment de 100 newtons multiplié par 50 cm est égal à 5000 newtons par centimètre est égal à 50 newtons par mètre. En définitive, un moment est le produit d'une force et d'une distance normale par rapport à un point. Sur les clés dynamométriques, nous retrouvons plusieurs unités, soit le newton par mètre ou le kilogramme par mètre. Inertie. Le concept d'inertie est relativement abstrait. On peut résumer que l'inertie représente la capacité d'un objet à vouloir demeurer à l'état d'origine de référence. Ainsi, l'inertie fera en sorte qu'un effort devra être fourni afin de prendre un objet initialement immobile, puis de lui donner un mouvement. A l'inverse, un effort devra être fourni afin de prendre l'objet en mouvement, puis de l'amener à l'état immobile. Le calcul de l'inertie d'un objet réside à faire, par exemple, l'évaluation de sa masse en tenant compte aussi de l'emplacement de la matière. Prenons l'exemple d'un volant moteur. Une des fonctions de cette pièce est d'accumuler de l'énergie afin de faciliter la mise en mouvement d'un véhicule à l'arrêt. Si nous prenons deux volants ayant une masse équivalente, il est fort à parier que leurs inerties seront toutefois différentes. D'origine, on retrouve souvent des volants moteurs dont la masse est concentrée principalement vers le pourtour afin de procurer un maximum d'inertie pour un minimum de poids. Prenons un autre exemple, soit celui de deux véhicules de masse équivalente, mais dont l'architecture est très différente. Tous les deux avec une distribution de masse de 50%, 50% avant-arrière. Imaginons que le premier véhicule possède un moteur à l'avant, alors que la transmission ainsi que les composants lourds comme la batterie se situent sur le train arrière.
Nous pouvons retrouver ce type de configuration sur des berlines comme certaines BMW. Maintenant, imaginons que le deuxième véhicule possède une configuration avec moteur en position centrale, comme nous le retrouvons dans certaines Ferrari. Nous pouvons prédire avec certitude que la Ferrari, dans ce cas, aura une inertie plus faible que la BMW. Au-delà des masses, leurs localisations ont un impact non négligeable. La différence se fera sentir lorsque la voiture décrochera. Une voiture avec moins d'inertie risque toutefois d'être plus facile à faire décrocher au moindre mouvement brusque du volant. En contrepartie, conduire cette voiture en décrochage peut être plus facile car elle sera plus facile à ramener. C'est pourquoi les voitures à moteur central ont la réputation d'être impitoyables, le volant doit être manipulé avec soin. Dans un autre ordre d'idées, une roue peut être comparée à un gyroscope. Un gyroscope est un volant tournant sur son axe dont il est difficile de faire changer la direction. Si nous prenons le cas d'une moto, le fait d'aborder un virage demande dans un premier temps de changer la direction de la roue. Le fait de virer à droite demande de tourner la roue vers la gauche afin de déstabiliser la moto et de la faire tomber du bon côté. Ensuite, la roue doit se déplacer dans l'espace et s'incliner. Ainsi, il est important de concevoir une moto avec les roues les plus légères possibles afin de diminuer au maximum cet effet d'inertie que nous percevons dans le guidon. En contrepartie, des roues légères rendent la moto moins stable à basse vitesse. Si vous imaginez rouler par exemple à 200 km/h pendant 1 heure en ligne droite, le fait d'arriver à une vitesse de 50 km/h pourrait donner l'impression que la moto est difficile à tenir en équilibre. En soi, c'est l'effet gyroscopique des roues qui permet à un deux roues d'être maintenu facilement en équilibre. Pression. La pression est représentée par une force appliquée sur une surface. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention au niveau des pressions. Vous avez souvent des pressions, vous avez les pressions indiquées en PSI ou en kg force. Le PSI est le diminutif de pound per square inch, soit livre par pouce carré. L'air que nous respirons est sous pression. Cette pression est le fruit de la pression générée par l'accumulation en hauteur de l'air au-dessus de notre tête. La pression de l'air moyen est de 101,3 kPa, soit 14,7 PSI au niveau du sol. On dit aussi que cette pression correspond à 1 bar. Résistance des matériaux. La science de la résistance des matériaux est vaste et à la fois d'une réalité très concrète. Bien entendu, l'étude de la résistance des matériaux dépasse très largement le niveau de cette vidéo. Néanmoins, certains concepts de base doivent être expliqués afin de nous assurer que nous ayons une vision commune. Donc nous allons voir les termes utilisés les plus courants. Contrainte. Une contrainte représente l'effort auquel est fourni un matériau. Cet effort est en fait une pression, mais ici nous parlons d'une pression très importante, de l'ordre de 30 000 PSI à plus de 250 000 PSI. Cette explication est simpliste, mais représente bien cette réalité. Le mot contrainte est toutefois mieux indiqué, nous pouvons parler d'une contrainte en compression et en traction. Chaque matériau possède ses propres caractéristiques. L'aluminium aura en général une capacité plus faible que l'acier par exemple. L'aluminium possède bien souvent des propriétés intéressantes à l'état traité. Toutefois, les opérations de soudure créeront une perte importante de capacité mécanique. Traction. On dit qu'une pièce est en traction lorsque l'effet de la charge tend à tirer sur la pièce pour l'allonger. On parle ainsi de contrainte de traction. Compression. On dit qu'une pièce est en compression lorsque l'effet de la charge tend à pousser sur la pièce pour la raccourcir. On parle alors de contrainte de compression. Flexion. La flexion peut être représentée par une règle, par exemple, que l'on force à fléchir. Dans ce cas, la déformation entraîne une contrainte en compression sur une face, alors que sur la face opposée, on retrouve une contrainte de traction. Quelque part dans la pièce, il y a ce que l'on appelle un axe neutre, où les contraintes en flexion sont nulles. Si la pièce est symétrique, l'axe neutre se retrouve au centre de la pièce. Ici, vous avez une représentation simplifiée d'un phénomène de flexion. La figure de droite ne représente pas la réalité. En pratique, le rayon de courbure varie constamment le long de l'élément. Dans cet exemple, les contraintes seront maximales à l'endroit le plus éloigné de la force et nulles, si l'on omet le cisaillement, au point où la force est appliquée. Notez que la flexion est un des modes de rupture les plus communs. Cisaillement.
Le cisaillement représente l'effort qui tente de déchirer le matériau. Ici, vous avez un élément soumis à une contrainte pure de cisaillement créée par un effort de torsion. Cet effort est créé par une torsion dans le matériau lui-même. C'est le même phénomène que l'on retrouve dans une barre anti-roulis. Il faut néanmoins voir que dans le cas représenté ici, on retrouve aussi un effort de cisaillement. En effet, la force pousse sur l'élément créant sa déformation en flexion. Notez que la capacité d'un matériau en cisaillement est nettement plus faible que la capacité en traction. Élasticité. L'élasticité représente la déformation d'un matériau face à une certaine contrainte. Il y a beaucoup de fausses perceptions concernant cette notion. Par exemple, tous les aciers possèdent une élasticité similaire tout au long de leur déformation élastique. Cependant, passé une certaine limite, le matériau débute la phase où il se produit alors une déformation plastique. C'est-à-dire que la charge laisse une déformation permanente après avoir enlevé la charge. Un acier allié à haute capacité sera apte à endurer une contrainte très importante sans se déformer plastiquement, ce qui correspond à sa déformation permanente. Toutefois, son coefficient d'élasticité est le même qu'un acier de faible qualité. Il y a deux types d'élasticité. Soit celle en traction-compression, normalement surnommée E, puis la rigidité en torsion, normalement surnommée G. Le coefficient d'élasticité représente la rigidité du matériau. Une fiche de spécification complète d'un matériau inclut beaucoup plus d'informations que ce qui est cité ici. On peut parler par exemple de la sensibilité à la fatigue, de sa masse, de la chaleur spécifique, du coefficient de dilatation thermique, etc. etc. L'aluminium est 3 fois plus flexible que l'acier, alors que son poids est lui aussi 3 fois plus léger. Alors la bonne question est quel est le gain d'avoir un châssis en aluminium sur une moto? Premièrement, les composants doivent avoir une épaisseur minimale pour être fabriqués et manipulés correctement. Dans un deuxième temps, un aspect très important est sa disposition dans l'espace. On appelle cela l'inertie de surface. Le fait d'espacer deux masses entraîne systématiquement un accroissement de la rigidité, ce qui est positif, et des contraintes, ce qui est forcément négatif. Dans un troisième temps, l'aluminium est un matériau formidable par sa capacité de mise en forme. On peut le forger, le couler et encore plus intéressant, l'extruder. Un cadre de moto est fabriqué de plusieurs pièces faites selon différents procédés selon le besoin. Le titane, quant à lui, est 2 fois plus léger et flexible que l'acier, alors que ses performances mécaniques sont voisines des aciers légèrement trempés. Coefficient de friction. Définissons d'abord le terme friction. La friction est en fait la résistance au glissement. Si l'on pose une main sur l'autre et que l'on exerce une pression, plus cette pression sera forte et plus il nous sera difficile de faire glisser une main sur l'autre. Le coefficient de friction quantifie la friction de façon indépendante à la pression qui est appliquée. Pour la même pression entre nos deux mains, nous savons tous que si l'on met de l'huile sur nos mains, la friction sera plus faible. Nous pouvons donc dire que lorsque nous avons de l'huile sur les mains, le coefficient de friction est plus faible que lorsque nos mains en sont dépourvues. Le coefficient de friction correspond à FF sur F. La variable grand F pourrait être définie comme étant le poids du bloc, et FF comme étant la force nécessaire pour vaincre la friction. Il faut maintenant distinguer le coefficient de friction statique de celui dynamique. Un coefficient de friction statique sous-entend qu'il n'y a pas de mouvement entre les surfaces en contact. Dans le cas de ce bloc mobile, si nous appliquons une force grand F petit f insuffisante pour que le bloc glisse, nous faisons appel à la friction statique. Lorsqu'il y a du mouvement, il faut parler de friction dynamique. Lorsque vous freinez avec votre voiture ou votre moto, les plaquettes de frein glissent sur le disque. C'est donc une friction dynamique. Toutefois, lorsque nous arrivons à bloquer les roues, la friction devient statique. Généralement, le coefficient de friction statique est plus élevé que celui dynamique. Allons maintenant un peu plus loin. La friction est déterminée par la propension qu'ont deux surfaces à créer des liens. Cette capacité est généralement indépendante à la surface en contact. Pour le cas des freins d'une auto ou d'une moto, si nous appliquons une même force sur une plaquette 2 fois plus grande qu'une autre, la friction grand F petit f sera la même. Il n'y aura pas de gain de friction avec une surface plus grande. Généralement, les coefficients de friction pour les freins varient entre 0,1 et 0,8. Cependant, les pneus se comportent d'une façon hybride, c'est-à-dire que le coefficient de friction est relativement constant, peu importe la surface, mais qu'une surface plus grande favorisera toujours un accroissement de friction. Ou en d'autres termes, des pneus plus larges procurent plus d'adhérence. Le pneu agit ainsi à la façon d'une colle.
Dans le cas d'une colle, celle-ci peut supporter une charge sans même avoir une force F. Un pneumatique à gomme tendre a naturellement une plus grande aptitude à se comporter comme de la colle. Alors qu'un pneu en caoutchouc dur se comportera avec un coefficient constant et indépendant de la surface en contact. Lorsque le pneu roule normalement sur la route, le fait que le caoutchouc ne soit pas en glissement fait que le contact est en fait de type statique. Équations utiles. Il y a certaines équations qui sont très utiles lorsque l'on parle de performance. Pour les mordus, je vous laisse faire pause et puis on va arrêter là pour cet épisode bien copieux, mais bon, c'était le pire, on va dire, pour ceux qui n'apprécient pas les formules et les calculs mathématiques, c'était le pire du pire. Maintenant, on va pouvoir digérer ça tranquillement et avancer dans les épisodes suivants. Donc voilà, comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux, le PayPal Me, le Tipeee pour les plus mordus, et à la prochaine, tchuss! Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her, but she messed with the temperature. Hard wrote the song, but I am the messenger.